Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info dans votre 19h. Voici le sommaire de ce vendredi 5 janvier. Reprise éclatante du cinéma de partout en Europe. L'année 2023 était, c'est vrai, la première depuis le début de la Covid-19 où les salles de cinéma n'étaient pas soumises à des restrictions sanitaires. La fréquentation a ainsi atteint un niveau impressionnant. Nous ferons le point dans les salles de cinéma monégasques, mais aussi en France avec notre invité Marc-Olivier Sebag. Nous poursuivrons ensuite notre dossier débuté ce lundi sur les grandes tendances de 2024. Et là, nous nous intéresserons plus particulièrement au climat. Alors, à quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle année? La réponse avec notre invité François Gemène, chercheur et membre du GIEC. En ce 5 janvier, vous êtes encore et toujours nombreux à vous souhaiter une bonne année. Mais même en 2024, certains d'entre vous préfèrent ancrer leurs vœux dans le temps en offrant une carte. Et les plus traditionnels en papier, vous le verrez, font de la résistance. Et pour finir ce journal focus dans cette édition sur les spécialités monégasques avec notre rubrique Ceux qui font Monaco. Direction ce soir Ilchin-Toku. Pour débuter ce journal, nous prenons donc la direction du cinéma de Monaco pour y dresser le bilan 2023. Alors, avez-vous été nombreux à fréquenter les salles en principauté? Élément de réponse avec Vanessa Dessy sur des images d'Olivier Bonello. Après 3 années marquées par la pandémie de la Covid-19, les salles de cinéma françaises repartent à la hausse en 2023. Alors, qu'en est-il en principauté? Ça repart de plus belle, donc on est très content. On a eu des gros succès cette année. On a fait une des meilleures saisons au cinéma en plein air qu'on n'ait jamais fait depuis 2003. Cette année, on a même réussi à faire une année qui est un peu au-dessus des années avant crise. Parce qu'en fait, ce changement de cinéma, vous savez, avant, il y avait le Sporting 3 salles. Ce changement de cinéma au cinéma des Beaux-Arts a pas mal baissé notre fréquentation. Et là, en fait, le Covid, suite à cette fin de Covid, justement, les gens ont retrouvé l'envie de ressortir, même des gens qui étaient peut-être jamais venus. On a eu beaucoup de clientèle qui venait pour la première fois, donc ouais, on est très contents. Le 7e art continue de surprendre. Une poignée de blockbusters concentre la majorité des entrées, tandis que le reste de la programmation semble plutôt en marge. Les films un petit peu plus sérieux, avec des histoires un peu plus compliquées, ou ce genre de production marche un peu moins malheureusement. Aujourd'hui, c'est vraiment du cinéma popcorn, donc effets spéciaux. On espère toujours être mieux que l'année passée. Après, on verra normalement. On a un bon catalogue de sorties, donc avec Dune, on attend aussi un nouveau Roi Lion, on attend Gladiator 2. Donc il y a pas mal de grosses sorties. On espère pouvoir tenir la route comme d'habitude. Le succès des productions montre ainsi que le public a bel et bien repris le chemin des salles de cinéma. Vous l'avez vu dans ce reportage, les Monégasques se sont rendus en nombre dans les salles pour découvrir les nouvelles productions cinématographiques. En France, 181 millions d'entrées ont été enregistrées sur l'année 2023, soit une hausse de fréquentation de 18,9% par rapport à 2022. Mais alors, comment expliquer cette incroyable augmentation? Christophe Paco a rencontré un spécialiste du domaine. Marc-Olivier Sebag, bonsoir à vous. Bonsoir. C'est l'heure des bilans en cette première semaine de l'année 2024. On s'aperçoit qu'en 2023, le cinéma qu'on annonçait moribond, eh bien, depuis la Covid, repart avec intérêt, avec des grands films, et pas que des films américains, même des films français. Ça, c'est vraiment un bon signe depuis la Covid. Oui, c'est un très bon signe. Et le meilleur signe, c'est que ces films, ils concernent tous les spectateurs, ils intéressent tous les spectateurs. Vous avez des films très grand public, des films art et essai, des films américains, des films français. Et tous ces films-là ont réalisé beaucoup plus d'entrées en 2023 qu'en 2022. Ils ont réalisé 181 millions d'entrées. Ça, c'est pratiquement 20% de plus que l'année dernière. Ça veut dire que avant la Covid, c'était quoi? C'était plus de 200 millions à peu près? Oui, sur les années 2010, on était en moyenne autour de 200 millions. Et on est en 2020, pour exemple, on est tombé à 95 millions, 2021, 120, 152, 180. Donc, vous voyez, la reprise, donc je voulais vous parler de la dynamique. La dynamique, elle est vraiment vers la reprise. Et là, on est à 10% près aux chiffres pré-Covid et on en est très content. Donc les gens retournent dans les salles obscures, pas pour voir que des films américains. Alors oui, les blockbusters, ça marche toujours. Oui, un Barbie a cartonné comme un Super Mario, mais il y a des films français, vous l'avez dit, même une Palme d'Or réussit à briller.
Tout à fait. Anatomie d'une chute a réalisé 1 200 000 entrées, ce qui est très très important pour une Palme d'Or. Mais vous avez aussi dans ce niveau des films qui ont fait plus d'1 million d'entrées, un film qui s'appelle Je verrai toujours vos visages, qui est un film particulièrement exigeant, le film de François Ozon, Mon crime, Le règne animal, qui est sorti il y a quelques semaines. Très bien. Eh bien, vous voyez, c'est donc des films qui ont rassemblé un très grand nombre de spectateurs et qui sont des films qui sont appel à la culture et à l'intelligence et pas seulement au divertissement. C'est très bien le divertissement et vous avez aussi des films, même parmi les films américains, vous parliez de Barbie, Oppenheimer, qui sont des films très grand public, mais qui sont aussi des films d'auteur, qui sont plus exigeants que la énième version de la énième franchise. Donc, on voit bien que l'intérêt pour le cinéma, l'intérêt pour l'expérience cinéma, l'envie d'aller au cinéma, l'envie d'aller voir des films sur un grand écran tous ensemble, eh bien, il est vraiment revenu chez tous les spectateurs. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas à l'étranger. Le divertissement est toujours en haut, on le voit bien, parce que les grandes productions, même françaises, les Astérix, Obélix, en ce moment, c'est vrai qu'il y a aussi nos petits D'Artagnan qui sont là, avec Milady et autres, qui sont là, nos 3 mousquetaires qui sont en bonne place. Oui, oui, tout à fait, le divertissement. Et on peut parler aussi de Alibi.com 2, qui a fait le meilleur score des films de Philippe Lachaud. Donc le divertissement grand public, effectivement, c'est toujours celui qui rassemble le plus de spectateurs, mais on doit pouvoir produire en France des films très grand public, des films à réessai. On doit pouvoir aussi accueillir des États-Unis, des films grand public et des films plus exigeants, et aussi tous les films du reste du monde. On avait très peur, on le disait tout à l'heure dans nos propos liminaires, ensemble, Marc-Olivier Sebag, de perdre des salles obscures, de perdre des salles de cinéma, même à Paris. Et quand on regarde les chiffres, on voit qu'il n'y en a que peu ou prou qui ont mis la clé sous la porte pour l'instant. Non, non, il n'y a pas de diminution du nombre d'écrans ou de cinémas. Il y a des cinémas qui ferment, mais il y a d'autres cinémas qui ouvrent. Et globalement, on a un parc de salles en France qui est très équilibré entre les grands cinémas, les multiplexes des grandes villes ou des périphéries des grandes villes. Et ça fait que dans l'esprit des gens, dans l'esprit des médias comme vous, dans l'esprit de l'information, le cinéma est présent, les gens parlent de cinéma et ça c'est un vecteur social très important. Le cinéma fait partie de la société. On va être complet, c'est 2024 qui débute. On sait qu'il y a eu une grande grève du côté de cette grève qui a touché le secteur du cinéma à Hollywood. Et on se dit qu'il y a des productions qui vont être retardées, comme Avatar, on sait que ce sera en 2025. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau quand même cette année? Est-ce qu'on va avoir un beau film, par exemple, comme Dune, une suite, des choses comme ça? Exactement, en fin février, le 28 février, vous aurez Dune 2 qui est très attendu parce qu'il devait sortir en octobre et il a été décalé du fait de cette grève. Et on va dire c'est le grand film d'auteur très grand public qu'on doit avoir ce premier trimestre. Vous aurez aussi Ghostbusters, SOS Fantôme, et puis de nombreux films français, un film avec Danny Boone et Jérôme Commandeur qui s'appelle Les Chèvres, qui sera là aussi au mois de février. Et puis, je parlerai juste d'un film avec Isabelle Carré et Bernard Campan qui ont déjà tourné ensemble. Oui, ils ont déjà tourné ensemble, c'était magnifique. Voilà, c'était magnifique. Un film qui s'appelle Et plus si affinité. Donc voilà, ça c'est pour le mois d'avril. Donc juste 3 titres pour ce premier trimestre. Et là, sur les écrans, 2 films qui viennent de sortir. Priscilla de Sofia Coppola sur l'épouse du King, de Elvis. Et puis un film de Ivan Attal qui s'appelle Un coup de dé, qui est un thriller. Donc voilà, 2 films très différents pour tous les publics, et puis bien sûr tous les films qui sont sortis et qui sont encore en fiche pour les fêtes. C'est encore le bon moment, même ce week-end, d'aller se faire une petite toile, comme on disait à l'ancienne. Merci 1000 fois en tout cas d'avoir été avec nous, Marc-Olivier Sebag. Bonne saison, et le cinéma n'est pas mort, et loin de là. Et ça, c'est tant mieux pour les aficionados que nous sommes, bien sûr, parce qu'un film sur une grande toile, dans un grand cinéma, avec un vrai son, c'est quelque chose. Il n'y a pas que le pop-corn, bien sûr. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous ouvrons une page de sport à présent avec un nouveau coup dur pour la Roca Team en Euroleague. Après les défaites face aux Partisans et aux Panathinaikos, l'AS Monaco Basket s'est aussi incliné hier soir face à l'Olympiakos. Score final 73-75, un résultat serré et qui fait mal car les hommes de Sacha Obradovic ont tout donné collectivement. Pour Yacouba Ouattara et ses coéquipiers, il faut vite digérer ce match et passer à autre chose dès mardi face à Baskonia. Coup d'envoi de ce nouveau match d'Euroleague à 19 h à la salle Gaston Médecin.
Mais avant ça, notre rendez-vous attend les amoureux de sport et plus précisément de football. Ce dimanche 7 janvier à 14h30, le RC Lens recevra l'AS Monaco FC dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France. Un match qui promet d'ores et déjà une belle opposition. Nous vous dévoilerons évidemment le résultat dans notre édition de 18h30. Et vous le savez peut-être déjà, l'AS Monaco FC vient justement d'enregistrer sa toute première recrue hivernale. Thilo Kehrer s'est engagé ce vendredi sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Arrivé en provenance du club anglais de West Ham, le défenseur central allemand connaît déjà bien la Ligue 1 Uber Eats. Il a en effet joué durant 4 saisons avec le PSG. À 27 ans, il se présente comme un joueur polyvalent, capable d'évoluer à tous les postes de la défense. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter à propos de son arrivée en Principauté. J'avais plusieurs options, j'ai parlé avec plusieurs clubs et j'ai pris la décision de venir à Monaco simplement parce que dans mes yeux c'était la meilleure pour ma situation où j'ai besoin de temps de jeu, où j'ai besoin d'une équipe qui est compétitive, où j'ai besoin d'une équipe qui a du potentiel, et aussi où je pense les deux parties peuvent profiter. L'équipe peut-être de mon expérience, de mes qualités en défense et sur le terrain, et moi de l'équipe, du dynamisme du club, de staff, de la direction qui ont beaucoup d'ambition, comme moi aussi personnellement. Du coup, ça a matché. Et bienvenue en tout cas à Thilo Kehrer en terre monégasque. À compter de cette année 2024, l'AS Monaco FC va offrir un coffret naissance à tous les nouveau-nés de parents monégasques ou de résidents de la Principauté. Un cadeau qui comportera une carte de félicitations, un body et une peluche de la mascotte Booba. Alors pour marquer le coup, le gardien formé à l'AS Monaco, Yann Liénard, s'est rendu au CHPG ce jeudi pour remettre symboliquement le premier kit naissance rouge et blanc aux parents de Michel et d'Eden, nés le 1er et le 2 janvier au CHPG. Ces nouveau-nés qui sont ceux pour qui la population souhaite désormais se battre en faveur du climat. Ce climat qui fait incontestablement partie des grands enjeux de l'année 2024 et ce, de partout dans le monde. Les objectifs sont clairs, moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Mais la route pour y parvenir, elle, est un peu plus floue. En 2024, plusieurs grands rendez-vous permettront d'ancrer ces trajectoires et peut-être d'atteindre ces objectifs. Pour nous en parler ce soir, François Gemène est à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci beaucoup d'être présent sur notre antenne pour nous parler des grands enjeux autour du climat en 2024. Alors justement, à quoi doit-on s'attendre pour les mois à venir si on est un petit peu général ? Si on est un petit peu général, on peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des investissements qui soient découplés dans les énergies décarbonées et dans les énergies renouvelables en particulier. On peut espérer également que le fonds sur les pertes et dommages qui a été créé à la COP28 de Dubaï soit davantage abondé. En d'autres termes, on peut s'attendre à ce qu'on mobilise toute une série de financements dans l'optique de la COP29 qui aura lieu à Bakou en novembre et qui sera précisément consacrée à cette question des financements. Il faut bien se rendre compte que la transition énergétique, ça sera avant tout une affaire d'investissement et que autant la COP28 a décidé de cette transition hors des énergies fossiles, ce qui est une grande avancée et une bonne chose, il va maintenant falloir la concrétiser par des financements dans l'énergie décarbonée. Et malheureusement, cette question va aussi être suspendue au résultat de quelques grandes élections très importantes au Parlement européen, les présidentielles américaines, des élections en Inde également, et des élections au Bangladesh dès ce week-end. Vous parliez de la COP29, des grandes échéances politiques qui nous attendent. Quels seront peut-être les autres grands rendez-vous cette année pour lutter justement contre tous ces dérèglements climatiques ? Il y aura, je pense, un sommet important sur la question de la finance et de la réforme du pacte financier international. On sait que c'est une initiative qui a été lancée il y a quelques années par Mia Mottley, la première ministre de la Barbade, qui convoque toute une série de sommets assez réguliers. Une autre réunion importante, ça va être la réunion des BRICS,
qui désormais compte 10 membres, ils ont doublé leur taille. La plupart sont de gros producteurs d'énergie fossile, soit de gaz, soit de charbon, soit de pétrole. Qu'est-ce qu'ils vont décider ensemble et comment est-ce qu'ils vont aborder les résultats de la COP28? Ça sera évidemment un autre rendez-vous politique important. Concernant les mesures attendues, un traité contre le plastique doit aboutir, je crois que c'est fin 2024. Selon vous, comment vont évoluer les négociations qui sont internationales à ce sujet? Bien sûr, on espère effectivement pouvoir aboutir à un résultat significatif sur le plastique d'ici la fin de l'année. Alors, on n'est pas directement sur un enjeu qui est intrinsèquement lié au climat, puisqu'évidemment, on parle ici essentiellement de pollution marine, mais l'idée, c'est vraiment de donner aussi un certain souffle à la coopération internationale en matière d'environnement. On craignait que cette coopération ne soit paralysée par les tensions géopolitiques en cours, que ce soit en Ukraine ou à Gaza. Fort heureusement, la COP28 a réussi à préserver la coopération internationale sur l'environnement de ces tensions. Il va évidemment falloir poursuivre dans cette ligne et on attend effectivement les négociations sur le plastique dans cette veine. Les inondations, canicules et autres désordres climatiques, pour revenir un petit peu plus précisément sur le climat dont on fait face ces dernières années, vont-ils selon vous encore plus évoluer? Voilà, à quoi doit-on s'attendre? C'est inévitable. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas atteint le point de neutralité carbone, c'est-à-dire le moment où nous serons capables d'aller retirer de l'atmosphère autant de gaz à effet de serre que nous n'y envoyons, et on a placé cet objectif de neutralité carbone pour 2050, jusqu'à ce que nous atteignions cet objectif, le taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère va continuer à augmenter, ce qui veut dire que les températures vont également continuer à augmenter, donc on va battre de nouveaux records de température en 2024, et ça veut dire aussi que les phénomènes extrêmes, des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, vont continuer à se multiplier et à s'intensifier. En 2024, finalement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter par rapport au climat? Une véritable prise de conscience de la part, on va dire, du public et plus généralement des politiques? Je dirais pour 2024, le gros enjeu, ça va être à mon sens la mobilisation des financements qui permettrait de concrétiser les engagements politiques de la COP28. Et on peut peut-être espérer en 2024 que la Chine atteigne son pic d'émissions. Ce serait beaucoup plus tôt que prévu, mais les analystes semblent concorder pour dire que ce pic arrivera en 2024 ou peut-être en 2025. Il est certain que dès l'instant où la Chine aura atteint son pic d'émissions, ça va beaucoup faciliter les choses également. Et si ce pic était atteint en 2024, ça serait une très bonne nouvelle pour le climat. Agir en 2024, est-ce que c'est pas trop tard finalement? Il est évidemment très tard, mais il n'est jamais trop tard. Le changement climatique, c'est un problème graduel, c'est pas un problème binaire, c'est pas gagné ou perdu, c'est pas blanc ou noir. Chaque dixième de degré d'élévation de la température va compter, va faire une énorme différence. Et donc, bien entendu, plus nous allons attendre, plus ça va être compliqué et coûteux. Mais par contre, il n'est jamais trop tard. C'est jamais une bataille qui est définitivement perdue. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation sur Monaco Info à propos donc de l'avenir du climat en 2024. Avec plaisir. Dans le cadre de sa lutte contre les activités malveillantes sur Internet, le gouvernement princier attire votre attention sur d'éventuels faux téléservices. En effet, une tentative frauduleuse relative à une demande d'échange d'un permis de conduire étranger vient d'être déjouée par l'agence monégasque de sécurité numérique. Pour rappel, toutes les démarches en ligne des services du gouvernement princier contiennent gouv.mc dans leur adresse. Alors, si vous recevez pour vos démarches en ligne un lien ou un mail ne contenant pas ces termes, il vous est fortement recommandé de ne pas les ouvrir. L'adresse officielle pour les démarches en ligne de la principauté est monservicepublic.gouv.mc. Soyez prudents. Parlons tradition avec cet incontournable des fêtes de fin d'année, la carte de vœux. Face à la concurrence du numérique, les cartes de vœux en papier ont toujours la cote à Monaco et semblent survivre chaque année à l'avènement du tout digital. Plus de précisions ce soir avec Frédéric Elion sur des images de Julien Laugier. En France, en 2023, 700 millions de SMS ont été envoyés pour souhaiter la bonne année. À l'ère du tout numérique et malgré la multiplication des applications de messagerie, la carte de vœux fait pourtant de la résistance.
Oui, les cartes de vœux, bien sûr, se vendent toujours aussi bien. On a vendu nos cartes de Noël avant les fêtes, donc ça a été un petit succès. Ça a bien marché. Et là, maintenant, on attaque avec les cartes de vœux. On a donc tout notre rayon qui est là, qui commence déjà à se dégarnir pas mal. Voilà, donc on a bien vendu déjà. Rassurez-nous, ça veut dire que les cartes de vœux ne sont pas amenées à disparaître? Non, vraiment pas pour l'instant. Nous, chaque année, on a de très belles cartes et il n'y a pas de problème. Les gens aiment ça. Dorure, relief, originalité des matériaux, la carte de vœux papier a su se réinventer pour contrer le digital. Chez Fédéral, une agence de communication web et print, si certains clients sont passés au 100% numérique, la majorité n'a pas abandonné le côté tradition et le papier. C'est vrai que c'est un moment fort de l'agence. Chaque année, les cartes de vœux, pratiquement tous nos clients nous demandent des cartes de vœux. Et si on a pu constater l'apparition du digital, évidemment, et du numérique depuis plusieurs années, on n'a pas vu de baisse non plus sur la demande de cartes papier. Et en fait, les deux se complètent. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, on a un projet de carte papier et il faut évidemment décliner la version digitale. C'est pas 50-50. Je dirais que le papier est encore devant, avec une déclinaison pour pouvoir envoyer par mail. Voilà. Mais le projet initial, il est souhaité sur papier. Selon un sondage d'OpinionWay réalisé en novembre 2023, 44% des Français envisageaient d'envoyer une carte de vœux et 67% avouent aimer en recevoir. Et vous, qu'en pensez-vous? Ma famille habite loin d'ici, donc je préfère maintenant avec l'Internet et avec tout ça, le WhatsApp, le SMS. Moi, je n'en envoie plus du tout parce que bon, les trois quarts répondent pas aux cartes de vœux. Parce que les cartes numériques, c'est bien beau, mais c'est pas pareil. C'est vrai. Et le plus beau, c'est encore les cartes de vœux qui sont faites soi-même. Je suis hollandaise, mais grandie aux États-Unis où on fait beaucoup de cartes. Donc c'est Pâques, c'est Nouvel An, c'est Noël, c'est les anniversaires, mais c'est tout virtuel. D'accord. Pourquoi être passé au numérique justement? Parce que les cartes sont animées, parce qu'on peut trouver, parce que ça va vite. Quand on oublie, on peut envoyer le jour même. Et pour les retardataires, ce n'est pas trop tard. À l'Alphabet, par exemple, les cartes de vœux se vendent bien, chaque année au moins, jusqu'au 20 janvier. Dans notre série Ceux qui font Monaco, nous vous dévoilons la richesse de notre pays et tous les acteurs qui le composent. Ce soir, nous vous emmenons découvrir l'univers culinaire monégasque et nous parlons plus précisément de petites fins, de petits toku, comme on dit ici. C'est bien ça, Christinda? Oui, il porte un nom bien monégasque. Ce petit bar à snack vous propose des suggestions gourmandes et authentiques aux saveurs régionales. Voici l'histoire de Upichin Toku. L'histoire de mon snack, ça commence en 2011. Le magasin existait déjà et j'ai juste repris la succession. Et on a continué avec nos produits, notre façon de faire. C'est Upichin Toku. Ça veut dire le petit morceau, le petit casse-croûte. Voilà, moi, c'est dire le petit morceau. Et les monégasques à l'époque, même encore maintenant, ils disent on va manger un Upichin Toku, on va manger le casse-croûte du matin. Essentiellement, on fait la pissaladière, les barbajoans, la tourte de blette. Voilà, pour citer les trois principaux. Et après, on fait des salades niçoises, des salades avec l'avocat, des sandwichs, des clubs jambon fromage, poulet fromage, des clubs poulet bacon, qui a beaucoup de succès. Je pense justement le fait de tout faire nous-mêmes, de travailler avec des produits frais, de tout transformer nous-mêmes, de tout monter nous-mêmes, de A à Z, ça joue beaucoup sur la qualité. Et après, on essaie de faire des prix attractifs pour que ce soit accessible à tout le monde, un maximum de public, de personnes. Et voilà. Le produit phare, c'est le pambagna, voilà, qui marche énormément. Et pareil, on fait tous les jours tous les légumes frais qu'on reçoit tous les matins, coupés au moment. Et voilà, ça fait des bons pambagnas avec le pain frais aussi du boulanger. Vous savez combien à peu près vous faites de sandwichs par jour, de salades? De salade, on doit en faire 60-70 et des sandwichs 100, 120. Ça dépend les périodes. Période c'est l'hiver, période de Grand Prix, période de yacht show aussi, on a très bien travaillé. Donc ça dépend, entre 100 et 200, ça varie. Vous l'aurez compris, venez donc pour le pambagna, la pissaladière ou encore la tourte aux blettes. Upichin Toku est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 15h. De quoi se régaler en ce début d'année. Merci beaucoup à vous, Christinda Thomel.
Le point sur vos prévisions météo de ce début de week-end avec Frédéric Elion. Bonsoir à vous Frédéric. Bonsoir Julia, il faudra encore attendre pour revoir un grand soleil. Une bonne nouvelle quand même, il ne pleuvra pas samedi, mais le temps sera très nuageux toute la journée. Les températures seront comprises entre 9 et 13 degrés samedi 6 janvier. Nous fêterons l'Épiphanie. Et oui, l'Épiphanie qui célèbre, vous le savez, l'arrivée des rois mages après la naissance du Christ. Traditionnellement fêtée le 6 janvier, l'Épiphanie est aussi le moment de l'année où l'on déguste les délicieuses galettes. Qu'elles soient la frangipane ou briochée, notre photographe Stéphane Dana vous propose de découvrir ce soir les plus belles galettes des rois de la principauté. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité et votre confiance. On se retrouve demain pour un nouveau point complet sur l'actualité. En attendant, très belle soirée sur notre antenne.